principe. Hein. Je vais raconter quelques balivernes et puis après Pierre passera aux choses un peu plus techniques. Voilà. Voilà donc le titre de cette intervention, quand Barbara récite Notre Terre. Alors, titre. Elle est partie. Non, elle est cachée là. Bien sûr, c'est un titre qui nous a été inspiré par ce magnifique écrin de Pierre qui nous accueille. C'est un lieu d'histoire et de spiritualité. Car d'histoire et d'humanité, il est nécessairement question dans l'œuvre de Barbara, artiste formée à l'archéologie et l'ethnologie. Ce que la céramiste y évoque nous fait remonter des siècles et des siècles, plutôt des millénaires, des millions d'années. Dans les histoires que nous raconte son œuvre de terre, c'est une part de celle de notre terre qui est figurée. Y a-t-il un sens à l'art? Y a-t-il d'ailleurs un sens aux choses autre que celui que notre esprit leur invente? Peut-être pas. Peut-être pas, mais qu'importe, car c'est sans doute le propre de l'animal humain que de l'imaginer irrépressiblement, comme une nécessité de l'âme. Homo sapiens, Homo fabulator, animal humain, homme animal, homme parmi les animaux et le monde dont il procéda il y a bien des siècles, des millénaires, des millions d'années. C'est dans une magnifique odyssée silencieuse et pétrifiée, fossilisée, que nous transporte Barbara. Tout notre être, notre nature même d'homo fabulator aspire à l'émerveillement. Voilà le miracle de notre esprit et la substance essentielle que peut nous procurer l'art, l'émerveillement. Et tout ce que je puis faire ici, c'est partager le mien face au travail de Barbara. Travail que j'ai découvert tout à fait par hasard en juin 2019 dans la petite chapelle de Saint-Laurent-d'Illion. J'y suis resté fasciné devant ce qui devait être son premier mammouth, un opus en terre rouge. Alors, perdu dans mes pensées, c'est sans noter les coordonnées de l'artiste que j'ai quitté le lieu, mais en conservant le souvenir obstiné de l'image du mammouth. Et vous pensez bien, même en simple souvenir, un mammouth, ça prend de la place. En tout cas, ça en prenait dans mon esprit. Celui-ci voulait-il m'emmener? D'où m'appelait-il? J'ai dû attendre un peu plus d'un an, 2020, juste après la Covid, avant de croiser à nouveau le travail de Barbara, encore par hasard, ici à Dinan cette fois, dans la vitrine de la galerie L'Art du coin de la rue. Mais le hasard existe-t-il vraiment? Mystère. Ou question qui relève peut-être simplement une recherche infondée de causalité, là où il n'est en fait question que de probabilité. Toujours est-il que je me suis retrouvé ce jour-là devant les animaux de Barbara, ornant cette vitrine, raison pour laquelle je peux en parler aujourd'hui, et là il n'y a aucun hasard. Je suis forcément entré tout de suite dans le même état d'esprit qu'un gamin poussant la porte d'un magasin de jouets. C'est Muriel qui m'a accueilli. Nous avons longuement échangé sur le travail de Barbara. Je lui ai bien sûr parlé du mammouth rouge d'Illion, Mammuthus illionensis. Alors elle m'a dit que Barbara en avait fait un autre, dont elle m'a montré la photo, car il n'était pas exposé à la galerie. Vous comprendrez mon émotion devant ce nouvel exemplaire,
Un Mammutus very beautifulis, assurément. Muriel a appelé Barbara chez elle pour savoir s'il était encore disponible. Et quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, je me retrouvais à l'atelier de Barbara, cette fois pour adopter le mammouth sans plus attendre et poursuivre mes voyages imaginaires à la suite des cohortes de céramique de la Dame des Flers. Suspendu dans l'espace, en lévitation, les figurations préhistoriques sans pattes de l'artiste semblent comme habitées par les esprits de ces animaux disparus. Âmes fossiles surgies du permafrost, elles emportent les stigmates blancs et bleus glacés, exhumés des profondeurs de la mémoire tellurique, leurs formes au relief concrétionné, souvent marquées d'empreintes d'ammonite, nous entraînent à méditer sur la genèse et la généalogie du règne vivant. C'est sans doute dans ces immensités de temps où notre fugace existence ne pèse qu'un instant que m'avait plongé ma rencontre avec le mammouth. Memento finis. Dans ces immensités de temps, notre existence ne pèse qu'un instant. Car cette part du bestiaire de Barbara nous ramène au Cénozoïque, ère actuelle démarrée il y a 66 millions d'années après la collision avec l'astéroïde de Chicxulub, et plus précisément à sa division du Pléistocène, entre moins 2 600 000 et moins 11 700 ans avant le présent. Son terme, il y a 11 700 ans, marque la fin de la dernière glaciation qui s'est étendue sur plus de 100 000 ans, avec un maximum glaciaire il y a environ 20 000 ans. Le niveau des mers y était de 125 mètres inférieur à celui d'aujourd'hui. L'actuel détroit de Bering était émergé et Homo sapiens, gagnant le continent américain depuis l'Asie, a poursuivi et terminé la colonisation de la Terre, commencée il y a déjà 3 millions d'années environ depuis l'Afrique, par les premiers représentants du genre Homo, dont nous sommes la dernière espèce survivante. Bestiaire du Pléistocène, donc, c'est aussi celui de l'art pariétal européen, qui a émergé en Europe, notamment dans sa région sud-ouest, il y a 40 000 ans environ, à l'arrivée d'Homo sapiens depuis l'Afrique, dont sa sortie se serait effectuée en plusieurs vagues, il y a entre 120 000 et 60 000 ans. Tout comme les artistes pariétaux, de l'Aurignacien au Magdalécien, de moins 40 000 à moins 12 000 ans. Non, bien sûr, c'est un petit montage avec mon ami Pierre qui a réalisé les illustrations J'ai pas les muscles. inspirées des œuvres rupestres. Voilà. Donc, tout comme ces artistes préhistoriques, donc, c'est bien cette mégafaune adaptée au climat glaciaire qui inspire ici Barbara. Mammouth, rhinocéros laineux, ours des cavernes, bœuf musqué, bison. Même petite intuition sur l'origine du rhinocéros laineux index. C'est entre nous. L'évocation paléontologique est encore appuyée par les empreintes d'ammonite, le mollusque céphalopode fossile, quasi signature de Barbara, les empruntés au Dévonien, cette fois il y a 400 millions d'années, donc bien avant l'apparition des mammifères qui ont émergé il y a environ 200 millions d'années, donc au Jurassique. L'inspiration préhistorique est donc claire, mais elle me semble aussi posséder la résonance symbolique des légendes,
si ça veut bien marcher. Quand de la terre mêlée d'eau, façonnée par les mains, puis soumise à l'alchimie du feu, apparaît l'œuvre achevée, dont le souffle vous entraîne et vous fait entendre, dans le lointain de la plaine, en ces temps où la terre était encore immense, le barrissement des mammouths, le mugissement des bisons en transhumance. Terre, eau, feu, le souffle des rêves. Légende encore, quand des entrailles de la terre naissent les animaux. Comme semble-t-il, nos ancêtres préhistoriques l'imaginaient il y a déjà plus de 100 000 ans. Mythe ancestral de la terre, matrice des animaux, restitué ici, pétri dans les mains de Barbara. Mythe ancestral dont la mémoire reste encore aujourd'hui conservée dans les contes étiologiques traditionnels et dans les œuvres pariétales des grottes Chauvet, Altamira, Lascaux, furent peut-être une célébration. Ah, c'est Sophie là. Oui, c'est rigolo. Pardon. Je reconnais mon couteau, c'est mon outil. C'est une photo qu'on avait prise chez toi. On voit ça ensemble. Je terminerai par l'évocation de la légende indienne Lakota du bison blanc, beaucoup plus récente, environ 2000 ans, pense-t-on, qui a inspiré cette œuvre à Barbara. Il y a bien longtemps, lors d'une période de disette, le grand chef des Indiens Lakota envoya 2 jeunes guerriers à la recherche de bisons. Ils parcoururent longuement les collines noires sacrées du sud du Dakota, désespérant de trouver des bisons. Quand soudain apparut dans le lointain un nuage blanc, d'où émergea ce qu'ils prirent d'abord pour un jeune bison blanc. Mais il s'agissait en fait d'un être sacré, porteur d'un message pour leur peuple, et ayant pris l'apparence d'une splendide jeune femme vêtue d'une fourrure blanche. L'un des 2 guerriers, éperdu devant sa beauté, s'approcha de la femme et tenta de l'enlacer. Mais il fut immédiatement réduit à un tas d'os et de poussière. Le deuxième, resté à distance, se prosterna en signe de respect. Mais la femme lui dit qu'il ne craignait rien car son cœur à lui était pur. Elle lui demanda de retourner au campement et de faire préparer un repas pour sa venue. Lors de sa visite, elle réunit le conseil pour enseigner au peuple Lakota les 7 rituels sacrés de respect et de protection de la terre. Puis elle leur remit le calumet cérémoniel. Ce calumet est encore conservé de nos jours dans un lieu sacré, une réserve indienne du Dakota du Sud. Voilà, c'est sur cette image du magnifique bison blanc de Barbara que je vais passer la parole à mon camarade Pierre, avec qui nous allons poursuivre notre exploration de cet univers par une excursion dans ses aspects techniques. Merci. Merci Eric pour cette introduction et merci d'être resté. Cette deuxième partie. Et puis aussi merci à Barbara de s'être prêtée au jeu. Donc le propos que je vais développer est en 4 points. Un bref aperçu du métier de céramiste, une visite de l'atelier de Barbara si jamais vous y connaissez rien en céramique. Et puis le rapport, comment Barbara aborde le rapport entre matière et forme, et puis un petit voyage dans ses œuvres. Donc le terme générique de céramiste, en fait, comporte 2 aspects, un travail artisanal et artisanat d'art, d'une part, et le travail d'artiste. Et Barbara se présente sur ses cartes de visite artiste céramiste. C'est très important, on n'est pas on est du côté artistique, on n'est pas du côté artisanal. Mais ça présuppose aussi une bonne connaissance de l'ensemble des techniques traditionnelles de fabrication, et puis elle en fait une pratique mixte, comme on va le voir. Donc je suis parti en fait d'un descriptif qu'elle place sur Internet lorsqu'elle annonce la vente d'une œuvre,
Et on lit, ou sur les étiquettes de ces travaux, descriptif grès décoré à la porcelaine, aux oxydes, émaillés, cuisson haute température 1280 degrés. Alors on voit à peu près ce que le grès peut évoquer, en dehors des pavés en grès par exemple. Alors les oxydes complètement perdus, et alors émaillé, qu'est-ce que ça veut dire? Et bon, cuisson haute température, à part le four de cuisine qui monte à 280, 300, 1280 degrés, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Eh bien, on va démarrer par la base. L'argile, c'est quoi? C'est une roche malléable quand on ajoute de l'eau et qui sèche à l'air et qui sèche et durcit quand on la fait cuire au feu. Donc la composition de l'argile dépend de 3 points fondamentaux: le climat, la topographie et surtout la roche-mère. Si par exemple on se trouve dans une roche basique et dans une cuvette, on va avoir énormément de dépôts organiques à cet endroit et on aura une argile grise. Donc l'argile permet d'obtenir des produits. La terre cuite, basique, un peu plus de 1000 degrés, 1300 degrés. La terre cuite vernissée, on y ajoute de l'oxyde de plomb et ça permet d'obtenir une certaine étanchéité du produit. La terre cuite engobée, déjà ça devient un peu plus embêtant. Qu'est-ce que c'est que l'engobe? Ça n'est jamais que de l'argile délayée dans de l'eau et qui permet d'introduire une certaine décoration dans le travail. Et puis le grès qui va partir de 2 cuissons, un dégourdi à 980 degrés et une deuxième cuisson à 1280 degrés. Et puis la porcelaine, qui est issue du kaolin. En chinois, kaoling veut dire haute colline. Souvenez-vous du petit schéma d'avant, où le kaolin est placé tout en haut de la pyramide, en haut des montagnes, et fortement arrosé. Et on retrouve ces aspects-là dans le travail de Barbara, ici avec un petit rhinocéros, avec la porcelaine sur le dos du rhinocéros, et le grès, par exemple, dans le reste de l'œuvre. Le céramiste joue avec la cuisson. Alors, la cuisson la plus simple, c'est une montée en température, et on laisse refroidir sur une certaine durée. Par exemple, on monte à 1000 degrés, un peu plus de 1000 degrés, et on laisse refroidir, et ça prend une douzaine d'heures, peut-être même un peu plus. Mais on peut aussi faire des cuissons avec paliers, c'est-à-dire qu'on va maintenir pendant une certaine durée un palier, 2 paliers, voire 3 paliers de cuisson pour obtenir des effets qui sont des glaçures. Un oxyde à base de silice va être posé sur la pièce et va permettre d'obtenir des effets brillants, comme on voit ici sur ce cheval. Et concernant cette pièce au cas particulier, Barbara a décoré les bords avec de l'or dilué à 10%, et donc il y a une 3e cuisson sur ce produit. Et puis il y a un cas qui est le raku, une cuisson très à la mode, cuisson heureuse, si je ne m'abuse, où on a une montée très rapide en température et un refroidissement très rapide. Mais pas seulement. Donc ici, par exemple, avec cette pièce Panthère, on a l'impression qu'il y a 2 matières. Mais en fait, non, il n'y en a qu'une. En bas, la matière n'a pas été polie, alors qu'en haut, la Panthère a été polie avec une pierre d'agate. Elle a reçu une engobe de porcelaine. Cette engobe va exploser à la cuisson et va fixer les oxydes de carbone dans la 2e cuisson. Alors, je vais détailler tout à l'heure le raku. En fait, il y a une première cuisson sur un grès et ensuite un passage à la flamme, au gaz, et une immersion soit dans de la sciure, soit dans des papiers journaux pour obtenir ces fumées. Donc 2 matières, dans ce travail-là est assez somptueux aussi. Alors les oxydes, tout à l'heure on avait oxyde, émaux, etc. Alors les oxydes viennent de la roche, donc le cuivre permet d'obtenir des verts, le manganèse des tons foncés, presque des noirs, le cobalt des bleus, le fer des rouges et le rutile du mordoré. Les émaux, ce sont des colorants, donc oxyde et émaux se posent avant la cuisson, alors que les pigments se posent après la cuisson, et donc si on recuit la pièce, ils vont disparaître. Les outils de façonnage, donc je ne détaillerai pas, vous avez toute la boîte à outils, enfin la mienne qui est posée là, vous pourrez regarder les mirettes, les couteaux, les ébauchoirs, etc., les spatules, les racloirs, mais le premier outil, rappelons-nous, c'est quand même ce qui nous équipe de chaque côté, c'est la main. Donc les outils de façonnage. Donc Barbara maîtrise toutes ces techniques
Elle les associe, elle mélange les terres, elle combine les cuissons, elle combine les oxydes des émaux. Les œuvres sont techniquement complexes, mais pourtant si simples. 3 exemples. Un scarabée licorne, méga scarabée licorne, raku, des glaçures sur le lièvre, et puis un buffle de grès rouge. Donc je vous propose une courte visite dans l'atelier de Barbara. Donc d'abord une présentation de l'atelier pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors je précise que les photographies, je n'ai pas fait toutes les photographies, j'en ai piqué beaucoup dans la richesse de son Facebook. Je me suis bien amusé. Donc, présentation d'atelier et puis un peu Barbara au travail quand même. Donc, il y a 2 espaces, un espace fermé et un espace ouvert. Dans l'espace fermé, forcément, pour travailler d'une certaine manière, et les pièces les plus courantes, alors que l'espace ouvert, vous voyez à gauche, ça va permettre de traiter les pièces en raku avec le four à raku qui est à gauche sous l'abri de la gagnette. Donc à l'intérieur de son atelier, bien sûr, c'est parfaitement organisé avec le meuble des oxydes, les émaux, les pigments, les outils, quelques références d'anatomie mises au mur pour ne pas raconter n'importe quoi avec son travail, et mieux s'en extraire. Et puis les pièces terminées en attente de départ. Donc vous avez un lieu de stockage dans un angle, pour les pièces qui sont en attente de livraison ou sur la table. Le four, lui, est placé dans un autre endroit de son habitation avec tout un système technique d'évacuation des fumées toxiques. C'est un four électrique et comme vous le voyez ici, cette pièce avant cuisson, on ne voit pas ce que ça va donner. Donc il y a toujours un effet de surprise dans le résultat qui va être obtenu. Donc c'est, je pense, à partir de ce four, je suppose que toutes les pièces qui ont été faites dans l'exposition, elles sont sorties de ce four. Bien sûr, comme on a parlé des paliers de cuisson, le four est programmable. Donc il y a différents types de programmes. P1, c'est pour les biscuits, par exemple. Émail et faïence en P3. Ici, on est en P4, c'est pour le grès. Donc ça simplifie un peu la vie du céramiste. Le raku, en revanche, ça se travaille en extérieur. À gauche, vous avez le fameux four à gaz, la flamme qui va être en contact direct du raku. Et puis, comme elle organise des stages dans son atelier, chez elle, vous avez un certain public et des pratiquants, je suppose. Et la pièce incandescente est plongée dans le vin de Signor ou dans les journaux pour obtenir des effets de fumée. Mais si on recuisait peut-être les pièces, je ne sais pas si les fumées resteraient. Alors, quelques secrets de fabrication. Barbara travaille soit sur une potence, c'est pour éviter que la pièce ne s'effondre, soit sur une tournette pour faire tourner la pièce et faciliter le travail. Elle travaille à partir de plaques. Alors les plaques ne sont pas faites avec une machine, elles sont faites en général à la main, d'après ce que j'ai pu constater, avec une espèce de roue à pâtisserie, une batte qui permet d'aplatir la terre. Ça a un avantage, c'est que ça va permettre d'évacuer la terre, les bulles d'air à l'intérieur éventuellement. Et puis elle travaille sur un gabarit qui est installé sur un socle. Et elle travaille de l'intérieur. Donc de l'intérieur, ça va lui permettre d'obtenir, il y a un mot technique qui m'échappe, la technique du repoussé, voilà, et qui va permettre d'obtenir des craquelures, des fissures en forme d'étoile, etc., qui va donner le caractère organique de ces pièces. Donc on la voit ici au travail. J'avais prévu de vous passer une petite vidéo, mais je ne vous la passerai pas parce qu'elle en a fait une bien meilleure, qui est magnifique et que vous trouverez sur son Facebook. Il y a un petit reportage d'une dizaine de minutes qui est absolument splendide. Donc je vous renvoie à cette vidéo-là. Donc dès cette étape de façonnage qui est la plus rapide, elle peut déjà introduire sur la terre molle et humide les premières empreintes et les premiers décors. Ici, dans cette phase de décoration, elle pratique également sur la pièce de gauche avant cuisson. Vous avez le dos du bison, le molletage, vous avez l'outil avec lequel, ici, elle va donner les empreintes, donc travail de molletage, et après vous avez la pièce terminée quand elle sort du four. Donc on pose effectivement les engobes sur la terre humide, à gauche, et l'émail sur la terre sèche, mais rien n'empêche, comme on le voit à l'extrême droite, là,
de diluer les produits pour obtenir des effets. Et ces effets ont une certaine liberté, on ne sait pas forcément comment ça va aboutir. Il y a des choses qui sont contrôlées, mais pas tout n'est pas contrôlé. Au résultat, un travail qui est très construit, avec beaucoup de liberté pour le spectateur. Et comme dans la peinture de Loïc, le spectateur achève l'œuvre, ici avec ce magnifique rhinocéros laineux, si je ne m'abuse. Et on retrouve bien ce que j'ai dit dans une pièce comme ici le mammouth, avec la porcelaine, les engobes, le grès d'argile rouge, le grès poli sur les cornes qui a reçu une engobe de porcelaine. Et bien sûr, tout ça, c'est ce jeu de matière et de mélange des terres qui permet d'obtenir ces pièces. Donc, le troisième point, je dirais l'approche de Barbara, avec aussi une lecture de ma part, une interprétation de ma part, sur sa relation entre les matières et les formes. Donc, pour obtenir la cohésion entre le grès et la porcelaine, elles n'ont pas les mêmes structures. Donc, au niveau du séchage ou au niveau de la cuisson, il faut éviter que ça explose et il faut leur donner de la cohésion, de l'adhésion. Donc, c'est par le trempage des terres, donc vous avez du grès à gauche, et vous avez la porcelaine qui trempe, par exemple, au milieu. Et c'est parce que les terres sont détrempées qu'elles vont pouvoir, quand elles vont être manipulées, prendre toute leur cohésion. Elle fait aussi des recherches à rabot. Elle profite de ses voyages, comme par exemple en Islande, pour récupérer des laves, des sables de lave, et elle fait des tessons-tests pour voir ce que ça donne dans la cuisson, comme matière, comme couleur, etc., qu'elle va pouvoir ensuite réintroduire petit à petit dans son travail. Pardon, excusez-moi, je me trompe de bouton. Donc, lire la nature, ça c'est un point qui est très important. Barbara, peut-être à la suite de son plein gré ou volontairement, a une lecture très très approfondie et un ressenti de la nature, et ça permet de relier son œuvre à ses origines. En fait, l'œuvre est dans la nature et l'artiste est la nature lui-même. Les œuvres de Barbara, en fait, sont des petits poèmes. Donc, exemple ici avec le mammouth. Donc, on voit une photo de Barbara, et qu'est-ce que je vois? Une tête de mammouth. Et donc, c'est assez surprenant de voir cette corrélation entre les matières réelles, la réalité, regardée. Donc, c'est l'œil de l'artiste qui voit le mammouth dans la terre. Et puis, on retrouve les mêmes craquelures quand on regarde de très près son travail. Donc, elle lit également les lacs, en montagne. Et cette forme de lac rappelle l'œil de l'élan que l'on a vu tout à l'heure. Mais plus précisément, elle y va carrément quand elle fait un voyage en Corse et qu'elle est à Filitosa, elle trouve une roche, elle la regarde, et quand moi j'ai découpé la photo, j'ai retrouvé la forme de ce qu'elle appelle son bison de Filitosa. Bison de Filitosa avant cuisson et après cuisson. Donc elle lit la terre, elle lit la roche, mais pas seulement. Elle lit la neige. Ah ouais, boîte d'os. C'est assez surprenant. Voilà, je suis scotché quand je vois ça, cette façon dans les photos de Barbara. Hein, c'est pas moi, j'ai pas inventé. Hein. J'ai simplement essayé de relier les choses entre elles pour voir comment ça pouvait fonctionner à l'intérieur. Et quant au bison blanc, encore une photo de neige, une fracture dans la neige. Et qu'est-ce que je vois quand je regarde le bison blanc? Dans la cuisse, cette fêlure. Elle lit l'eau. Les ammonites sont de l'eau. C'est comme ça qu'on dit. Cette spirale qui nous renvoie aux spirales universelles, à la rotation du monde, à la rotation du univers, à tout ce qui peut tourner autour de nous et qui nous dépasse. Et comme le disait Eric tout à l'heure, c'est la signature de ses œuvres. Et regardons où les spirales sont également implantées, elles sont dans les articulations, au niveau des articulations, donc ça donne une espèce de mouvement à la pièce. Immobilité dans le mouvement, mouvement dans l'immobilité, on est très proche des philosophies orientales. Et puis quand on regarde de la poudre de lave sur de la neige, voyage en Islande, bah, tiens, c'est du raku.
On peut appeler ça à des objets, appliquer ça, cette méthode-là, à des objets simples. Et je propose aux spectateurs de faire l'inverse, de partir des collines de Chine, du mammouth ou du rhinocéros pour aller retrouver les rocs de Bréhec avec leur nid de moule. Ça marche ou ça marche pas. Mais bon, c'est surprenant. Alors, tant qu'à faire, la pareidolie, elle l'utilise peut-être sciemment, et puis ça nous renvoie peut-être un petit peu à l'histoire de l'art. Ici, avec cette pièce, sorte de Janus entre Apis et le bélier, donc la tradition égyptienne, le bélier avec la corne en rotation qui rappelle la rotation des Ammonites, et Apis qui est le fils de Ptah, Ptah créateur du monde. Donc on est vraiment enraciné dans quelque chose de très profond. Il y en a une magnifique. Et puis les gymnopédies, les danses des enfants nus sans armes, qui sont le contrepoint des danses nocturnes de Goya. Alors, un petit voyage dans les œuvres et regarde sur un vestiaire de rêve, ou un rêve de bestiaire. Elle a cette approche onirique. Les œuvres de Barbara viennent d'un temps où la terre était molle. Voyager dans ces œuvres, c'est, en 3 points, voyager dans la caverne du Crognac, croire au merveilleux et s'intégrer dans le dialogue silencieux des œuvres avec leur environnement. La caverne du Crognac, voilà l'entrée de la caverne du Crognac, je vous expliquerai après où elle se situe. On descend là, tout doucement avec ces vieilles diapositives dans la caverne qui ont inspiré l'œuvre de Barbara, ou qui sont l'œuvre de Barbara, des traces de griffes douces et des animaux qui émergent sur les flancs de cette caverne. En fait, c'est une facétie, c'est une uchronie. J'ai inventé cette caverne. Mais il faut juste regarder les œuvres de Barbara autrement, de très très près, comme si elles étaient vivantes, l'un ou l'autre. Donc, en fait, Barbara croit au merveilleux. Je dirais que c'est la source fondamentale de son travail. Cette croyance au merveilleux anime toute son œuvre. Et j'en veux pour preuve un des livres qui se trouve dans sa bibliothèque, de Christophe Noudidio, Croire au merveilleux. Qu'est-ce que ça raconte? Croire au merveilleux, c'est l'histoire d'un homme qui est sauvé par son enfance. C'est être à la hauteur de l'enfant que l'on a été. Et en fait, c'est ce qui se passe avec Barbara, elle le dit elle-même, quand elle fait la référence à ses premiers contacts avec la Terre, quand elle a 17 ans, et quand elle fait des fouilles. C'est le pari de Barbara, et je crois qu'il y réussi. Mais c'est aussi faire place à l'esprit de l'aube, c'est-à-dire, dans son travail, elle va chercher ce qui peut éclairer de l'intérieur sa pratique, l'émergence de ses œuvres, par une petite lumière avant la lumière, puisque l'aube est avant l'aurore. Grâce à tout ça, à ces compétences artistiques, nous, en tant que regardeurs, on peut s'intégrer facilement dans le dialogue des œuvres avec leur environnement, que ce soit dans une exposition, chez soi. Ça nous parle, c'est avec nous, on est avec. Ou à l'extérieur, et finalement, si on regarde cette installation, on s'aperçoit que, comme elle le dit elle-même, les animaux s'en fichent de l'homme. Ils existent par eux-mêmes. L'Homo sapiens est mis à côté. Pour conclure, voici quelques œuvres qui interrogent au-delà de l'esthétique, bien au-delà de l'esthétique. Elles renvoient notre regard vers l'idée intime que l'on peut se faire de la beauté. J'y vais carrément voir du sublime. Cette beauté crevassée, minérale, cette beauté de la matière brute qui effraie autant qu'elle attire. Aimer jusqu'à la déchirure, aimer à s'en écarteler. Alors,
Alors, question, comment envisager ou dévisager la beauté? Je m'inspire de la question que pose François Tcheng de l'Académie française. Chaque œuvre de Barbara est unique, habitée par sa propre capacité à la beauté, par la mise en jeu des présences de l'artiste, de l'œuvre, du regardeur, dans un même univers. Ça, c'est assez classique, et dans des moments apparemment différés, et pourtant étonnamment intemporels. Selon François Tcheng, dans le mystère de notre présence au monde, deux extrêmes, celui du mal et celui de la beauté. Le mal que les hommes infligent à leurs semblables est le plus terrifiant. L'énigme de la beauté, à côté du vrai, du bon, du beau, apparaît comme un luxe, un surplus, voire un superflu. Vient de ce que l'univers n'est pas obligé d'être beau. Il pourrait être uniquement fonctionnel, mais ça ne serait plus la vie. Chaque être, fleur ou arbre, est unique et virtuellement habité par la capacité à la beauté et surtout par le désir de beauté. Et ceci s'applique fondamentalement à son travail.